Il y a 350 ans, les pirates régnaient en maître sur les mers des Caraïbes. Films et romans nous dépeignent un univers plein d'éclats et d'aventures trépidantes. Mais la réalité dépasse de loin les fictions d'Hollywood. On s'imagine des hommes qui sautent sur le pont d'un navire sabre au poing, mais c'était aussi des personnages historiques très importants. C'est à Port-Royal, en Jamaïque, que les pirates établissent leur quartier général. Ils en font la ville réputée la plus riche et la plus dépravée du monde. C'était une ville redoutable, un repère de pirates que la mer a englouti. 3 siècles après sa destruction, redécouvrons Port-Royal dans sa gloire passée. La ville s'est effondrée sur elle-même. J'ai du mal à croire qu'ils aient bâti toute une ville sur un terrain aussi précaire. Guidés par des spécialistes locaux, nos enquêteurs vont partir à la recherche de vestiges enfouis. De récentes découvertes archéologiques et des archives d'époque leur permettront de lever le voile sur le monde palpitant des vrais pirates des Caraïbes. La Jamaïque est l'une des plus grandes îles des Antilles, à 160 km au sud de Cuba, dans la mer des Caraïbes. Au milieu du XVIIe siècle, la ville de Port-Royal est le repère d'une armée de pirates cruels, intrépides et assoiffés d'or. Leur puissance fait ombrage aux grands empires coloniaux eux-mêmes. Leur gloire sera pourtant de courte durée. En 1692, des quartiers entiers de Port-Royal disparaissent des cartes, engloutis par les eaux à la suite d'un tremblement de terre. Que reste-t-il aujourd'hui du monde que les pirates se sont bâtis? David Stewart enseigne l'archéologie sous-marine à l'East Carolina University. Il a fouillé les épaves dans les mers du monde entier. Il est ici pour découvrir ce qui repose au fond des eaux de Port-Royal. Je suis archéologue. Je ne me contente pas de ce que Hollywood veut nous montrer des pirates. Je veux trouver des preuves matérielles. Des objets ayant appartenu aux pirates qui ont habité Port-Royal. Tessa Dunlop étudie l'histoire à l'université d'Oxford. Elle va tout particulièrement s'intéresser au quotidien des pirates. Laissons de côté les clichés véhiculés par les films et les romans et essayons de découvrir qui étaient les pirates qui ont véritablement vécu ici. Pendant 20 ans, ils seront sous les ordres d'un seul homme, le capitaine Henry Morgan. La vie de Morgan pourrait à elle seule résumer l'ascension fulgurante, puis la chute tout aussi brutale de la piraterie à Port-Royal. Après avoir écumé les mers à la tête d'une bande de pilleurs et de tueurs de la pire espèce, il finira sa vie comme l'un des membres les plus respectables du gouvernement britannique. Comme pratiquement tous ces hommes, Morgan n'est pas originaire des Caraïbes. Il est né en 1635 dans les îles britanniques. Tessa décide de se rendre où tout a commencé. Lanrumney est un petit village au sud-est du pays de Galles. La famille Morgan serait issue de cette région. Tessa commence sa visite dans une vieille demeure à la périphérie du village, le Lanrumney Hall. Bien que l'intérieur ait été en partie réaménagé, ces lieux gardent encore le souvenir de ses premiers habitants. Un escalier en acajou se dresse en son centre. Le plafond et ses moulures datent du XVIe siècle. Dans le hall d'entrée, Tessa trouve un indice permettant d'identifier ses premiers propriétaires. Admirez cette cheminée Tudor du XVIe siècle. Au centre du linteau, on voit des armoiries. Il s'agit en fait des armoiries de la famille Morgan. La famille Morgan aurait donc vécu dans cette maison. Un élément permet de relier cette demeure à Henry Morgan lui-même. On a retrouvé les testaments de plusieurs anciens propriétaires des lieux. L'un d'eux rapporte les dernières volontés d'un certain William Morgan de Lanrumney. Il s'agissait de l'oncle de Henry. Henry n'a peut-être pas vécu dans ces murs, mais il a certainement dû y passer beaucoup de temps. Au XVIIe siècle, cette région rurale du pays de Galles est très isolée, coupée de l'agitation du monde.
il n'y a rien qui puisse retenir un jeune homme avide d'aventure. Mais comment Morgan et des hommes comme lui ont-ils eu l'idée de voguer vers les îles caribéennes? La géographie des lieux elle-même va nous en fournir la réponse. Lann Rumney est proche du canal qui sépare les Galles du Sud de l'Angleterre. Au XVIIe siècle, l'absence de routes descentes et de chemin de fer faisait de ce canal un haut lieu de passage et d'échange. Voilà le lien entre le petit village tranquille de Lann Rumney et le port international de Bristol. Bristol est alors l'un des principaux ports britanniques, construit à l'embouchure de la Severn, où l'influence de la marée est l'une des plus marquées au monde. Aujourd'hui encore, le fleuve rythme la vie de Bristol. C'est sur ces quais que les embarcations locales amarraient. Tessa Dunlop va à la rencontre de l'historien Ronald Hutton. Le trafic venait essentiellement du pays de Galles. Le pub là-bas s'appelle Llandodger Trow parce que les petites embarcations qui venaient de Llandodger s'appelaient des Trow. Ils transportaient des marchandises galloises. Henry Morgan devait être sur l'un d'eux. Comment Henry est allé jusqu'aux Caraïbes? Certains disent qu'il est parti directement de Bristol. D'autres pensent qu'il a été fait esclave ou qu'il est parti bien plus tard au cours d'une expédition militaire. On peut donc imaginer qu'il y a eu ici un des plus célèbres pirates de tous les temps. C'est même plus que vraisemblable. Morgan débarque sur ces quais au début des années 1650. L'Angleterre prépare alors une vaste campagne militaire à l'assaut du Nouveau Monde. Depuis le début du XVIe siècle, l'Empire espagnol contrôle de vastes territoires aux Amériques. Les Britanniques veulent leur part et recrutent des hommes dans tous les ports du pays, y compris dans celui de Bristol. Qui étaient ces hommes prêts à partir à l'autre bout du monde? Ils ne devaient certainement pas avoir froid aux yeux. Jeunes, de bonne constitution, ambitieux, tous espéraient faire fortune. Certains y voyaient un moyen d'échapper à la justice, l'occasion de commencer une nouvelle vie. Ils étaient sans scrupules, cupides, aventureux. Des personnages très romantiques en somme. J'essaie d'imaginer l'ambiance sur ces quais. Cela n'avait rien à voir avec maintenant. Il y avait tellement de bateaux qu'on ne voyait qu'une forêt de mâts. On pouvait traverser le port en sautant de pont en pont. L'air était saturé d'effluves de sel, d'eau de cale et d'épices tropicales. Les hommes s'interpellaient et chantaient à tue-tête dans 15 langues différentes. C'était un lieu fourmillant de vie. Cartes et témoignages d'époque nous permettent de reconstituer les docks de Bristol tels qu'ils étaient il y a 350 ans. Un visiteur de l'époque décrit les quais comme une avenue de bateaux. Presque tous font voile vers les Caraïbes. C'est ici qu'appareillaient les navires en partance vers le Nouveau Monde. Les hommes que l'aventure tentait ou qui fuyaient les dettes et la justice se retrouvaient donc à Bristol. Ici, ils pouvaient prendre le large, tout recommencer à zéro et pourquoi pas devenir pirates. La piraterie ne se développera que plus tard. Au départ, les volontaires sont recrutés et rémunérés par les autorités britanniques. En 1654, le jour de Noël, 18 navires de guerre avec 3000 hommes à bord cinglent à la conquête des colonies espagnoles. Parmi eux se trouve Henry Morgan. Nos enquêteurs vont suivre les traces de Morgan. Ils mettent le cap sur la Jamaïque. Découvrons avec eux comment les pirates et la marine britannique ont façonné cette île des Caraïbes à leur image. Morgan pose le pied en Jamaïque en mai 1655. Il fait partie d'une expédition venue s'emparer des terres espagnoles. Les Britanniques percent sans difficulté les défenses adverses et décident d'ériger une nouvelle ville pour s'y établir, délaissant ainsi la capitale de l'île, Santiago de la Vega, rebaptisée ensuite Spanish Town. C'est ainsi que naît Port-Royal, sur une péninsule au sud de la baie de Kingston. David Stewart, qui est archéologue sous-marin, est à la recherche des vestiges du monde dans lequel évoluait Henry Morgan. Aujourd'hui,
Port-Royal n'est plus qu'un petit village de pêche. Rien ou presque ne laisse deviner sa gloire passée. De nos jours, Port-Royal est une bourgade paisible, loin de toute effervescence. Il ne s'y passe absolument rien. Pourtant, 4 siècles plus tôt, c'était le cœur de la plus grande et de la plus riche colonie du Nouveau Monde. Seul un édifice de cette époque révolue a survécu au passage du temps. Il s'agit de Fort Charles. Roderick E. Banks, un archéologue, va nous servir de guide. C'est impressionnant comme endroit. Oui, ils ont construit cette forteresse pour défendre la Jamaïque. Il y a des canons de toutes parts, et pas seulement face à la mer. Ce fort était un complexe défensif majeur couvrant 360 degrés. La construction du fort commence aussitôt la mainmise britannique assurée. De nombreux bâtiments sont encore intacts et les épais murs de fortification tiennent toujours, gardés par des douzaines de canons de fabrication anglaise. Ces murs témoignent cependant d'un changement radical des lieux. J'ai repéré une série d'anneaux comme celui-ci, le long de la façade. À quoi servait-il? À amarrer les navires le long du fort. C'est ici que s'effectuaient les chargements et déchargements. Il y a 4 anneaux de ce côté. La présence de ces anneaux est déroutante. C'était un point d'arrimage sur terre ferme. Le fort tout entier, conçu pour contrer les attaques venant de la mer, est entièrement enclavé. Comme le fort n'a pu changer de position, il faut en déduire que c'est la géographie des lieux qui a changé. Un autre indice semble étayer cette thèse. C'est impressionnant. Comme vous le constatez, il faut faire attention de ne pas glisser. Le sol est complètement de travers. C'est la preuve incontestable de la nature très peu stable du terrain sur lequel la ville s'est bâtie. Le sol est instable parce qu'entièrement constitué de sable et de gravier déposés par les cours d'eau de l'île. Au fil du temps, ces laits de rivière ont étendu le territoire insulaire. Il y a 350 ans, le fort surplombait la mer sur 3 côtés. Roderick conduit David à Fort Walker, à quelques kilomètres de là. Ce complexe défensif était aussi entouré par la mer. Les Britanniques ont construit en tout 5 forts à Port-Royal. Leur emplacement donnera peut-être à David une idée de la forme qu'avait la péninsule à cette époque. Pour y voir un peu plus clair, voici une carte de Port-Royal. Nous avons visité Fort Charles et Fort Walker. D'après certaines rumeurs, Fort Rupert serait quelque part ici, émergeant parfois des eaux. Nous allons voir si nous pouvons en trouver la trace. David et ses guides doivent se frayer un passage dans la mangrove. Quand enfin, ils parviennent à l'endroit où le 3e fort devrait se dresser, ils tombent sur une étendue d'eau. Malheureusement, la marée est trop haute. On ne distingue rien. Encore une fois, le littoral a connu des transformations radicales. Je sais également que les forts James et Carlisle sont sous l'eau. Or, ils étaient tous construits sur la côte. Il suffit de relier les points pour obtenir les limites du littoral au XVIIe siècle. Les choses ont vraiment bien changé. En marquant l'emplacement des 5 forts de Port-Royal, David découvre que la péninsule n'avait pas du tout la même forme qu'aujourd'hui. Ce déploiement défensif révèle également la présence d'ennemis qu'il faut absolument tenir à distance. La Jamaïque est alors la seule colonie britannique au milieu d'un territoire sous domination espagnole. Les troupes britanniques se retirent moins d'1 an après l'invasion et laissent l'île sans protection.
Très vite, Port-Royal tombe sous le joug des pirates. À environ 400 km à vol d'oiseau de la Jamaïque se trouve l'île de la Tortue. Elle est le bastion d'une communauté de déserteurs et de repris de justice venant, pour nombre d'entre eux, de Grande-Bretagne. On les appelle les boucaniers. L'historien Eddie Kritzler va nous en apprendre plus. Qui étaient les boucaniers? C'était un mélange hétéroclite de personnages hauts en couleur. Des marginaux de toutes les nations, de tous horizons et de toutes les couleurs. C'étaient tous des aventuriers, des individualistes, des déserteurs, des esclaves en fuite, réfugiés politiques, hérétiques. Que des rebelles et des exclus. Pour se nourrir, les boucaniers chassent le bétail sauvage et préparent la viande à la manière indigène en la faisant sécher et fumer sur un grill en bois appelé boucan, d'où leur nom de boucanier. Ces brigands vivent de pillage et rêvent de s'emparer de l'or des Espagnols. Ils formaient la confrérie des frères de la côte et pillaient les petits navires marchands qui cabotaient entre les îles. Ensuite, ils se partageaient le butin. Mais les Britanniques de Jamaïque sont désespérés. Sachant que les Espagnols ne vont pas tarder à répliquer, ils doivent trouver un moyen de se défendre. Le gouverneur de Jamaïque en vient à une solution extrême. Il invite les boucaniers à s'installer à Port-Royal. Il s'est dit qu'en offrant aux boucaniers une base où ils pourraient amarrer leurs navires, revendre leur butin et rester à portée des vaisseaux espagnols pour les piller, ils disposaient en contrepartie d'une force dissuasive redoutable. Les Espagnols y réfléchiraient à deux fois avant d'attaquer l'île. En 1657, 600 boucaniers débarquent à Port-Royal. Ces bandits et truands sont alors salués comme des sauveurs. Henry Morgan, qui a passé 2 longues années à assurer les défenses de Port-Royal, y voit une opportunité en or. En 1658, Henry Morgan rejoint les rangs des boucaniers. Il devient très vite leur chef et entreprend de transformer cette bande de hors-la-loi en véritable armée. Pour comprendre comment il a pu faire ça, Tessa Dunlop et David Stewart vont essayer d'en savoir plus sur l'une des armes de son succès, le vaisseau pirate. La plus grande collection de bateaux historiques se trouve au Musée national de la marine anglaise, à Londres. Selon des documents écrits, les pirates de Port-Royal voguaient essentiellement sur des embarcations légères appelées sloops jamaïcains. La Jamaïque n'a gardé aucun plan ni aucune épave de sloop du XVIIe siècle. Tessa va donc se renseigner auprès d'un spécialiste à Londres. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un sloop? Au XVIIe siècle, il s'agissait d'un navire de 20 à 24 mètres de long, relativement petit donc, et léger, avec 1 ou 2 mâts et de faibles tirants d'eau. Ce modèle est à 2 mâts. Les pirates aimaient les embarcations petites et rapides, exactement comme celle-ci. L'Empire espagnol transporte ses cargaisons d'or d'Amérique du Sud vers le vieux continent en passant par les eaux caribéennes. Pour s'en emparer, les pirates ont besoin d'embarcations plus rapides que les imposants galions espagnols. Je me suis toujours imaginé le bateau pirate comme un bâtiment majestueux avec de grandes voiles. Rien à voir avec ce modeste sloop. Effectivement, contrairement aux gros navires que l'on voit dans les films, comme Pirates des Caraïbes, qui ont des voiles perpendiculaires à la coque, le sloop a des voiles parallèles à la coque. Cela lui permet d'aller beaucoup plus vite, au plus près du vent. Ces petites voiles triangulaires offrent une grande maniabilité. Les bateaux pirates se glissent sans difficulté sur les flancs des grands galions. La mobilité est un atout bien plus précieux que la taille ou la puissance de feu. Pour s'en rendre compte par lui-même, David Stewart monte à bord d'un sloop
avec l'archéologue nautique Peggy Leshikar-Denton. Les autorités britanniques leur fournissaient des navires? Ou comment faisaient-ils? Ils embarquaient sur ce qui leur tombait sous la main. Ce pouvaient être aussi bien des bateaux marchands qui venaient d'Europe ou des sloops des îles qui servaient à la pêche et aux échanges commerciaux entre les îles, comme celui sur lequel nous nous trouvons. Il fait environ 15 mètres de long. La plupart des sloops n'étaient pas plus grands que ça. Ce n'étaient pas de gros navires de guerre. Ces embarcations avaient de nombreux avantages. Étant de faibles tirants, les sloops leur permettaient d'accéder à des eaux peu profondes et d'éviter les écueils. Ils se faufilaient dans des estuaires ou les mangroves. La maniabilité de ces embarcations leur permettait de se cacher et d'échapper à d'éventuels poursuivants. Henry Morgan est connu pour ses nombreux raids menés non contre les galions espagnols, mais contre les ports où l'or est stocké. Les sloops de faibles tirants lui permettent de se réfugier dans des eaux peu profondes où des navires plus imposants s'échoueraient. Est-ce que les pirates apportaient des modifications aux sloops? Bien sûr. Ils devaient certainement en augmenter la puissance de feu pour attaquer leurs cibles. Un bateau pirate doit être paré pour les attaques. Des sabords supplémentaires sont percés pour augmenter la puissance de feu. Le pont est réduit au minimum pour contenir l'équipage. Et la soute est mise à nu pour entreposer le butin. Un bateau de cette taille était idéal pour les pirates. Une quinzaine de mètres de longueur et équipé d'une voile aurique pour la rapidité et la maniabilité. Seulement imaginez 60 ou 70 hommes à bord. C'est à la tête d'une flotte entière de bateaux comme celui-ci qu'Henry Morgan lance le raid le plus audacieux de sa carrière, l'attaque de Portobello. Portobello se trouve sur l'isthme de Panama. C'est l'une des villes les plus prospères des Caraïbes, où convergent les richesses de tout l'Empire espagnol. Une prise à laquelle Morgan ne saurait résister. C'était un grand stratège. Il s'est dit, si on ne peut pas s'emparer des galions, allons directement à la source. Il a donc rassemblé une armée de 1200 pirates, des Français, des Hollandais et des Anglais. Les Espagnols se préparent à une attaque en mer. Morgan veut frapper là où ils s'y attendent le moins. En juillet 1668, il fait voile vers une baie à l'ouest de Portobello. Sous le couvert de la nuit, ces hommes ancrent leur sloop et marchent sur la ville. Ils n'avaient rien à manger. La soif et la faim les talonnaient, mais l'appât du gain était plus fort que tout. Juste avant l'aube, Morgan et ses hommes fondent sur Portobello. La ville leur offre peu de résistance, mais la forteresse tient bon. Morgan décide alors de se servir de nonnes et de religieux comme boucliers humains. En quelques heures, la ville est conquise. Le butin est tel qu'il lui faut 175 mules pour le transporter. Vous vous rendez compte? 175 mules pour charger l'or et l'argent et toutes les richesses de l'Église. Sans compter la rançon qu'il exige pour les 600 prisonniers qu'il a fait. Les hommes de Morgan tuent 1500 hommes et emportent un butin équivalent à 7 millions d'euros actuels. Le tout en toute légalité et donc en toute impunité. Les pirates étaient des voleurs et des tueurs sans merci. Mais ce qui me fascine, c'est qu'ils agissaient le plus souvent sous l'autorité du gouvernement britannique. Ils avaient pour mission de protéger la Jamaïque et ils le faisaient à coups de pillage. En autorisant les raids de Morgan, les autorités de la Jamaïque tiennent les Espagnols à distance et s'attribuent au passage une part du butin. Ce qui veut dire que les actes de piraterie étaient parfaitement légaux? Bien sûr, la Jamaïque avait besoin d'être protégée, alors autant légaliser ces pratiques.
Mais les pirates n'avaient cure d'être dans leur bon droit ou pas. Ils auraient continué leur pillage de toute façon avec ou sans l'aval des autorités. Et s'ils n'avaient pas l'autorisation de l'Angleterre, alors ils l'obtenaient des Français ou des Hollandais. Ils devaient probablement en avoir un paquet en réserve. Il suffisait de hisser le bon pavillon et de brandir le document adéquat pour passer à l'attaque. Ces autorisations ou lettres de marque font de Morgan et ses hommes des corsaires et non plus de simples pirates. Très vite, leur effectif passe à 2000 hommes. Aucun navire ni aucune ville espagnole n'est alors à l'abri de leur convoitise. Tout cet argent amassé ne profite pas seulement aux écumeurs des mers et aux autorités. Il va transformer la ville même de Port-Royal. Port-Royal est le bastion du capitaine Henry Morgan et de ses hommes. Après chaque raid, ils reviennent les soutes débordant de richesses. Faisons cap sur Port-Royal et voyons si la ville d'aujourd'hui garde encore la mémoire des pirates, corsaires et autres flibustiers qui l'ont rendue célèbre. Avec David Stewart, nous avons découvert que les terres sur lesquelles s'est érigé Port-Royal ont radicalement changé de configuration. Pour essayer de comprendre ce phénomène, Tessa nous emmène survoler l'île. Port-Royal se trouve sur une péninsule sableuse de 16 km de long qui tombe à pic dans la mer, ce qui en rend l'abord difficile pour les navires. Le sol, constitué de gravier et de sable boulant, est très instable. La ville a été bâtie sur la pointe de la péninsule. Tout s'éclaire vu d'ici. La bande de terre qui s'étire jusque Port-Royal paraît très fragile. J'ai du mal à croire qu'ils aient bâti toute une ville sur un terrain aussi précaire. Lors de la fondation de Port-Royal, la péninsule était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui, sans compter le tremblement de terre qui l'a frappée en 1692. Toute une partie de la ville se détache de la côte et glisse dans la mer. Plus de 5 hectares de Port-Royal reposent maintenant au fond des eaux de la baie de Kingston. Une véritable manne pour les archéologues sous-marins. Les archéologues passent beaucoup de temps à trier ce qui a une valeur historique, des vieilleries sans intérêt. Le site de Port-Royal est unique, parce que c'est le site d'une catastrophe. Le temps s'est arrêté au moment où elle est survenue. Tout a été préservé tel quel depuis le 7 juin 1692, le jour du tremblement de terre. L'archéologue Doric Gray conduit David au bord de la portion de terre engloutie. Doric, où sommes-nous? Ce qui est arrivé le 7 juin 1692 est fascinant. Voici une carte de Port-Royal. Nous sommes ici. Et les 5 hectares qui s'étendaient à ce niveau-là ont glissé au fond de la mer. Le sol, en sable boulant, s'est littéralement désagrégé. De nombreux murs sont restés debout, certains se sont écroulés, se refermant sur tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Comme ce quartier de Port-Royal a glissé tout entier dans l'eau sans se morceler, Doric peut sans problème localiser les différentes rues. Où sommes-nous exactement? Nous sommes au-dessus des quartiers engloutis. Avec Fort James sur notre droite, Queen Street de ce côté, Lime Street qui s'étend par là. De ce côté, nous devrions pouvoir distinguer les fondations en briques des bâtiments. Grâce à ces indications, David va pouvoir explorer ces rues par lui-même. L'eau est trouble, mais une fois parvenu au fond, David aperçoit les vestiges de rues et de bâtiments effondrés. Des centaines d'objets ont déjà été remontés à la surface. Ils nous révèlent le quotidien de Port-Royal à la fin du XVIIe siècle.
L'alcool coulait à flot, comme en témoigne le nombre considérable de bouteilles de vin trouvées au fond de l'eau. Les maisons closes étaient légion. Le contenu d'une seringue en plomb suggère qu'elle servait à administrer un traitement contre la syphilis. Incontestablement, c'était une ville de débauche. Mais c'était également une ville d'une incroyable prospérité, où l'on trouve de la fine porcelaine et les derniers bibelots à la mode. À la grande surprise des archéologues, de nombreuses maisons étaient construites en briques importées d'Angleterre, ce qui est signe d'opulence. À cette époque, aucune ville ne possède une telle proportion de maisons en briques. C'est incroyable tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Une fois les algues passées, on tombe sur des tas de briques. Ce sont les murs qui se sont effondrés, comme le disait Doric. Certains murs se sont écroulés vers l'intérieur, d'autres vers l'extérieur. Il y a tout un tas de briques. La ville s'est effondrée sur elle-même. Entouré par une série de forts, le port compte plus de 2000 bâtiments accolés les uns aux autres. Les bâtisses sont construites sur le modèle des maisons londoniennes de 3 ou 4 étages. Tavernes et boutiques se succèdent au rez-de-chaussée. La population est plus dense que celle de New York ou Philadelphie à l'époque. Tout autour, des quais bondés de navires marchands et de bateaux pirates. Port-Royal est la ville la plus grande et la plus riche de tout le Nouveau Monde. Mais comment un repère de pirates est-il devenu un port aussi prospère? Pour le savoir, Tessa se rend à l'ancienne capitale de la Jamaïque, Spanish Town, anciennement Santiago de la Vega. Les documents officiels de Port-Royal étaient conservés ici plutôt qu'au port lui-même. Ils ont survécu au tremblement de terre. Il y a de nombreux inventaires et des testaments qui dressent la liste des biens des particuliers. C'est en étudiant ces documents que l'historien James Robertson a découvert pourquoi les habitants de Port-Royal étaient si riches. Nous avons ici l'inventaire des biens de Joël Clément, qui ne fait que 2 ou 3 pages, et qui est donc relativement court par rapport aux autres. C'était un ancien batelier. Joël Clément était un modeste travailleur. Mais il avait acquis de nombreux biens, dont une taverne, 24 plats en étain, 5 anneaux d'or et des reconnaissances de dettes s'élevant à 600 livres. Quel rôle jouaient les pirates dans cette économie locale faite d'anneaux d'or et de plats en étain? C'est un peu comme ce qui s'est passé en Californie pendant la ruée vers l'or. Ce ne sont pas les mineurs ou les pirates qui s'enrichissaient, mais les propriétaires des bars. Ces derniers gagnaient très bien leur vie. L'argent des pirates allait directement dans leurs poches, car ce sont eux qui leur servaient à manger et à boire dans de la vaisselle d'étain. Les pirates dépensaient sans compter. L'argent leur brûlait les doigts. En jetant l'argent par les fenêtres, les pirates faisaient prospérer le commerce local. Quand les pirates sont revenus de leur raid sur Portobello, ils se sont empressés de dilapider leur butin dans les tavernes, maisons closes et autres salles de jeu. Ils pouvaient s'offrir tout ce qu'ils désiraient. C'est pour cela que Port-Royal était considéré comme la ville la plus riche du Nouveau Monde. Bâtie sur le vol et le pillage, la prospérité fulgurante de Port-Royal est fragile. En moins d'une décennie, la ville d'Henry Morgan va sombrer dans l'oubli. Serait-ce seulement dû au tremblement de terre ou à quelque chose de bien plus sinistre encore? En 1670, l'Angleterre et l'Espagne signent un accord de paix et se partagent les Caraïbes. Ils décident également de mettre fin aux actes de piraterie dans leurs territoires respectifs. Les pirates sont désormais hors la loi. À la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre donne l'autorisation à ses colonies d'exécuter les pirates. J'essaie de voir si je peux trouver des traces de potence dans cette mangrove. À un emplacement maintenant envahi par les palétuviers, des dizaines de pirates furent exécutés.
Leurs dépouilles enduites de goudron étaient suspendues dans des cages métalliques. Si les pirates formaient la base de l'économie locale, pourquoi Port-Royal les a-t-elle traités aussi sévèrement? La réponse tient peut-être dans la voie qu'Henry Morgan lui-même a décidé de prendre une fois le traité de Madrid signé. Dans les collines du nord de l'île, dans l'enceinte d'une grande propriété, se dresse un vieux bâtiment de pierre. On dit qu'Henry Morgan en a fait l'acquisition à la fin de sa vie. J'ai cru comprendre que ce bâtiment datait du XVIIe siècle. Ce qui est exact. Henry Morgan y a vécu. Est-ce le mur d'origine? Oui, il est d'origine. Il est fait en briques et en corail. Cela rappelle que la mer n'est pas loin. C'est un très vieux bâtiment. Et ces meurtrières, elles sont également d'origine? Oui, cela permettait de tirer sur d'éventuels assaillants. Les murs percés de meurtrières de toutes parts montrent que c'était un bâtiment bien défendu. À l'intérieur, Tessa découvre des indices de la présence d'Henry Morgan en ces lieux. Henry Morgan s'est réchauffé auprès de cette cheminée? Oui, il y faisait également à manger. Ce bâtiment témoigne du nouveau rôle que tient Morgan dans la communauté jamaïcaine. Au lieu de le pendre pour crime de piraterie, les Britanniques vont exploiter son autorité naturelle et le nommer lieutenant-gouverneur de l'île. Morgan est alors un homme puissant et riche. Mais d'où tire-t-il sa fortune maintenant que la piraterie est interdite? Les Archives nationales de Jamaïque conservent un document qui va peut-être nous fournir une réponse. Son testament. Est-ce que cela nous dit ce que possédait Henry Morgan? On apprend qu'il possédait une grande maison très richement meublée, ainsi que des terres, des équipements et du bétail. Suit une liste plus détaillée. Des plats ouvragés, 2 anneaux d'or, des émeraudes. Était-ce des biens très exotiques? Exotique et très luxueux. Tout ce qui pousse à devenir pirate pour pouvoir se l'offrir. La suite de l'inventaire fait état de ses terres et de ses esclaves. Henry Morgan ne possédait pas moins de 139 esclaves, 44 hommes, 45 femmes et 50 enfants. Comment se fait-il qu'un ancien pirate ait eu autant d'esclaves d'Afrique? Tessa espère tirer cela au clair en visitant le domaine d'Henry Morgan. J'ai découvert qu'à la fin de sa vie, Henry Morgan avait acquis de grandes possessions immobilières, qu'il avait plus d'une centaine d'esclaves et qu'il pouvait s'enorgueillir d'un titre ronflant. On est loin de l'image sulfureuse du pirate. Il était devenu quelqu'un de respectable. En suivant les indications données dans le testament, Tessa se rend dans le district où Morgan avait sa résidence principale. En pleine campagne, elle découvre les limites de ses propriétés. Aujourd'hui, c'est une région agricole pauvre et délaissée. La maison de Morgan se dressait au cœur même de ces terres. La végétation a presque entièrement envahi la demeure. Je crois que nous avons là le mur d'origine de la maison de Henry Morgan. Il suffit de le longer de ce côté pour tomber sur le devant de la maison. La bâtisse est depuis longtemps inoccupée, mais des signes de sa gloire d'antan sont encore visibles. C'était une maison de planteurs, comme il y en avait à travers toute la Jamaïque à la fin du XVIIe siècle. Ce n'est plus qu'une ruine maintenant, mais en l'explorant, on sent quelque chose de sa splendeur passée. Ce devait être une somptueuse demeure, ce qui n'est pas étonnant, car quand Henry Morgan en fait l'acquisition, il est un homme très fortuné. Le terrain fait 338 hectares, c'est immense. Une propriété de cette taille ne pouvait signifier qu'une chose à l'époque, la production de sucre.
des centaines d'esclaves travaillaient dans ces centaines d'hectares de canne à sucre. De nos jours, la bâtisse est envahie par la végétation, mais elle fut une imposante et luxueuse demeure. C'est ici que mourut Henry Morgan en 1688, au milieu de ses biens et d'innombrables rangées de canne à sucre. La canne à sucre devenant la principale source de richesse des Caraïbes, la piraterie tombe en désuétude. L'argent qui venait des pillages vient désormais du sucre et des esclaves. 4 ans après la mort d'Henry Morgan, un tremblement de terre frappe Port-Royal, faisant 2000 victimes et engloutissant 5 hectares de terre dans la mer. Sans la présence des pirates et avec le déplacement de l'économie dans les terres, Port-Royal connaissait depuis longtemps déjà un rapide déclin. En explorant les vestiges d'une ville en tout point remarquable, Tessa Dunlop et David Stewart ont découvert que les pirates des Caraïbes avaient écrit une page d'histoire en lettres de sang. Cela m'a permis de comprendre que les pirates étaient bien plus que des aventuriers sautant à l'abordage des galions marchands. Ils ont eu un véritable rôle historique. En étudiant les bâtiments et les structures liées aux pirates, ils ont compris comment ces hommes avaient influencé le développement d'une ville tout entière et comment ils avaient infléchi le cours de l'histoire des Caraïbes. La véritable histoire des pirates des Caraïbes est beaucoup plus passionnante que celle qu'Hollywood veut bien raconter. Cependant, le déclin de Port-Royal ne marque pas la fin des pirates, qui continueront à semer la terreur sur le Nouveau Monde pendant des siècles encore. Mais plus jamais ils ne seront aussi riches, ni n'auront autant de liberté d'action que pendant l'âge d'or d'Henry Morgan et de ses pirates de Port-Royal.